Bien, je vous invite à regagner vos places après cet échange très chaleureux dans la cour d'honneur et des échanges scientifiques nourris auprès des posters. Donc j'en profite pour remercier tous les contributeurs qui n'ont ni ménagé leur temps ni leur peine en l'occurrence pour vous exposer leurs travaux. Et je laisse la place à la table ronde pour des échanges-discussions que j'imagine extrêmement nourris. Et je laisse le micro à Philippe Rocher. Merci. Alors, je vous ai promis hier une table ronde qui puisse répondre aux différentes questions qui ont déjà été soulevées. Vous avez en face de vous, théoriquement, de quoi répondre à toutes ces questions, puisque vous avez un industriel. Alors, je vais essayer de je vais vous les donner dans l'ordre. Non, dans le désordre. Ça va vous obliger à travailler un petit peu. Je ne sais pas si vous apercevez les petits chevalets qu'on a posés là sur la table. Donc, casaque foncé, pantalon clair. Vous avez Arnaud Chaperon, c'est cravate dans les tons orangés. Vous avez Arnaud Chaperon, il est directeur électricité et nouvelles énergies. Alors attention, parce que tout à l'heure sur un transparent, vous avez vu, sur un transparent de Françoise, vous aviez énergie nouvelle et renouvelable. Mais chez Total, nouvelles énergies s'entend dans un sens beaucoup plus large que ce que l'on pourrait croire, ou en tout cas que ce que signifiait le transparent de ce matin. Il le précisera tout à l'heure. Donc, ça va être à la fois le pétrolier à cette table ronde, bien sûr, mais surtout l'industriel. Vous avez juste à sa gauche, donc cravate dans des tons de rouge, Cédric Philibert, Agence internationale de l'énergie. C'est à lui que je vais donner la parole en premier pour lui dire, alors, vu de l'Agence internationale, quels sont les scénarios que l'on nous propose pour faire écho un peu à tout ce qu'on a entendu ce matin et ce qu'on a commencé à évoquer hier sur le mix énergétique. Puisqu'on est en train de parler de scénario, Thomas Guéret de Négawatt, donc tout à fait à l'extrême de la table ronde, il est membre de la compagnie des négawatts. Ces fameux négawattheures, les politiques nous rebattent les oreilles avec cette énergie non consommée qui est la plus intéressante, qui a plein de vertus, mais qui pour autant n'est pas forcément la moins chère. Comment on y arrive? Comment est-ce qu'on fabrique des négawattheures? Il va nous expliquer ça juste après. Nicolas Houdan, on va dire casaque sombre et ton jean. Lui, il est un spécialiste de la planification énergétique territoriale. Il est sans arrêt sur le terrain, il travaille avec les collectivités locales, ce sont les clients de sa structure, dont je ne peux pas m'empêcher de donner le nom, si on avait encore le transparent de la table ronde d'ouverture. Sa structure s'appelle Énergie Demain. Donc il était absolument indispensable qu'il intervienne dans ce séminaire de l'IMT. Et puis, tout ça, c'est bien mignon, mais le nerf de la guerre, ça compte beaucoup, bien sûr. Et on a un financier à la table ronde, c'est Grégoire Aladjidi. Il est directeur d'investissement chez Demeter Partners. Il nous le redira tout à l'heure. Encore le premier fonds d'investissement européen? Encore leader? Presque? Oui, certainement. Ça dépend de qui fait le classement. Bon, enfin, voilà. Donc, capital investissement, capital risque. Tout ce qui nous a été présenté pendant ces 2 jours n'a de sens, bien sûr, que si derrière, l'investisseur est convaincu. Et sur tous les projets qu'on va voir tout à l'heure, qui vont nous être présentés, qu'ils soient solaires, qu'ils soient éoliens, en fait, bref, tout ce qui va composer ce mix de demain, il ne faut jamais oublier que 80% de la dette senior, du financement, hors fonds propres, hors equity, arrive des banquiers. Alors lui, c'est un peu particulier puisqu'il est en capital développement, mais il parlera au nom des banquiers. Il les connaît bien, puisque quand lui finance quelque chose, tout de suite au départ, tout de suite quand on passe dans l'essaimage ou dans la spin-off, derrière, il y a forcément un banquier qui va arriver pour utiliser les technos. Voilà, vous les avez tous en face de vous, de l'industriel au banquier, en passant par le planificateur, en passant par ceux qui font les scénarios. Ils peuvent tous répondre à vos questions. On va tout de suite commencer. Pardon. Ah oui, il y a une tentative de sabotage, mais ça ne va pas marcher. On va tout de suite commencer avec... ça fait 2 fois que je fais le lapsus commander. C'est incroyable, hein, ça veut dire que l'AIE commande. Voilà, l'AIE décide. Voilà, c'est parfait comme ça. Non, ça ne vient pas tout seul. Tu paries? 1, 2, 3, ça ne vient pas tout seul. Voilà, alors on va commencer avec Cédric Philibert.
c'est l'économiste de la table ronde, et il va vous commenter juste 5 slides, avec lesquels il est venu pour répondre à cette question. Vue de l'AIE, quels sont... Non, mais t'inquiète pas, ça va marcher, là, ça y est, ça arrive. Ça arrive? Ah ben non. Donc, Cédric Philibert, rôle de l'AIE dans toute cette dynamique. On a eu plein de présentations très pointues ce matin. Comment on utilise tout ce qui sort de tous ces travaux de recherche pour le faire passer dans l'industrie, puis pour bâtir des scénarios derrière. Merci. Je ne vais pas vous présenter 5 slides, je vais en présenter d'abord une. Et on va commencer par la 3e. Alors merci pour l'invitation. Voilà. Je vais démarrer par les scénarios, en effet. À l'AIE, on cherche, on a plusieurs zones de travail. Et là, on va chercher, les scénarios qui nous mènent en 2050 et qui sont compatibles avec l'espoir de maintenir le réchauffement global en dessous de 2 degrés, avec 50% de chance à peu près. Parce que, comme on ne connaît pas exactement la sensibilité climatique de la planète, si on voulait une certitude, il faudrait faire encore beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est dans l'à peu près, forcément. Et en gros, ce que les scientifiques ont dit, c'est que pour arriver à stabiliser plus ou moins donc le réchauffement global à 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle, il fallait diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050, alors que la tendance spontanée est à une multiplication par 2. Donc par rapport à la tendance, il faut diviser par 4. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Ici, vous avez le mix énergétique de la production d'électricité. Alors évidemment, la production d'électricité n'est pas l'alpha et l'oméga du sujet, puisque c'est aujourd'hui un peu plus de 20% de l'énergie finale. Et en 2050, on pense que c'est à peu près un tiers de l'énergie finale. Donc il reste de la chaleur utilisée dans les bâtiments et dans l'industrie, dans les procédés industriels, et il reste des carburants utilisés pour la mobilité principalement. Néanmoins, le secteur de la production d'électricité est tout à fait critique et surtout, c'est quand même malgré tout celui qui est le plus facile à décarboniser d'abord. Et donc, c'est sur lui que porte un certain nombre d'efforts importants. Alors, on peut regarder ici l'évolution du mix. On a à gauche le mix de 2009. On voit qu'on a une grosse base qui est faite de charbon. Ensuite, on a beaucoup de gaz. On a encore du pétrole utilisé dans la production d'électricité, bien que ce soit vraiment un peu absurde à notre époque. Proche-Orient, Italie, Japon. On a le nucléaire et au-dessus, on a l'hydraulique. Et puis, tout en haut, on a les nouvelles énergies renouvelables, le vent, la géothermie, etc. Donc, très petit aujourd'hui. Vous voyez que l'hydraulique, c'est important. En termes électriques, c'est plus important que le nucléaire aujourd'hui. Et ça m'amène à vous faire une observation. Souvent, vous allez trouver des bilans en énergie primaire, donc faites très attention aux bilans en énergie primaire. Ils ont un sens, mais en même temps, ils donnent aussi des idées fausses. Par exemple, le bilan en énergie primaire dit 2,5% d'hydraulique et 7% de nucléaire. Bon, quand on regarde l'électricité qui est réellement utilisée, on voit qu'il y a plus d'électricité hydraulique dans le monde aujourd'hui que d'électricité nucléaire. Bref, passons au scénario. Alors, on a plusieurs scénarios. Je vous présente ici 2 variantes des scénarios qui sont compatibles avec la stabilisation à 2 degrés. C'est pour ça qu'on les appelle les scénarios 2DS, 2 degrés scénario. C'est pas compliqué. Donc les scénarios compatibles avec cette stabilisation du changement climatique. Et vous voyez qu'il y a un changement extrêmement profond dans le mix électrique, puisque les combustibles fossiles utilisés directement et sans capture du CO2, c'est essentiellement du gaz. C'est le gris qui est là. En dessous, vous avez du charbon qui est utilisé avec capture et stockage du CO2. Je parle de l'hypothèse centrale ici. Et puis, vous avez très très peu de charbon utilisé sans capture et stockage. Vous avez beaucoup de nucléaire, beaucoup plus que maintenant. Vous avez beaucoup plus d'hydraulique, 2 fois plus que maintenant.
Et puis, vous avez beaucoup de renouvelables, les nouvelles énergies renouvelables. Donc, vous trouvez, en partant du haut, il y a l'océan, les énergies marines, et puis tout de suite, l'éolien offshore. Dessous, en plus foncé, l'éolien terrestre. Et puis en dessous, vous avez deux oranges, enfin il y en a un qui est clairement orange et l'autre qui est un peu jaune pâle. Ce sont deux formes différentes d'énergie solaire, l'énergie solaire photovoltaïque en haut et en dessous l'énergie solaire thermodynamique. Alors je reviendrai un petit peu sur les deux. Et puis en dessous, donc la grande masse hydraulique. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que donc là, les renouvelables font 57% de l'électricité mondiale, hein, plus de la moitié. Et là-dessus, il y a déjà 22% de renouvelables variables, qui sont notés VRE, que certains se plaisent à appeler intermittentes, bien que ça ne corresponde pas exactement à la notion. Mais ça veut, avec 22% en général dans le monde, ça veut dire que dans certaines régions du monde, les régions notamment qui ne sont pas propices au solaire thermodynamique à concentration, il va y avoir beaucoup de photovoltaïque et surtout beaucoup d'éolien, donc beaucoup plus de variables que ces 22%, et donc des problèmes de gestion de cette variabilité vont être réels. À droite, il y a le scénario eau renouvelable. Alors, tous ces scénarios ont été bâtis avant le 11 mars 2011. Je crois qu'il y a eu un tsunami au Japon et quelques conséquences fâcheuses pour les centrales nucléaires, enfin pour beaucoup de gens d'abord quand même, mais en plus des conséquences sur les centrales de Fukushima. Et donc, voilà, on verra les scénarios qui seront faits l'an prochain. Disons, dans le scénario à droite, on a présupposé que le nucléaire progressait moins vite et que la capture et le stockage du CO2 progressait moins vite que dans l'hypothèse centrale dite de moindre coût. Et donc, on a fait appel à beaucoup plus de renouvelables pour produire l'électricité, puisqu'on a là 71% de renouvelables dans la production d'électricité. Et vous avez à peu près la même structure, c'est peut-être pas la peine que je détaille. Alors, l'hydraulique, il y en a à peine plus, parce que l'hydraulique étant la moins chère, ce qui commande l'hydraulique, c'est la disponibilité, le temps de faire les travaux, de gérer les problèmes d'environnement, etc. Mais donc, c'est pas parce qu'il y a besoin de plus de renouvelables qu'on va rapidement faire plus d'hydraulique. Ça, c'est pas le cas. On est déjà, si j'ose dire, au maximum de ce qu'on sait faire raisonnablement. Ce qui augmente considérablement dans ces hypothèses-là, ce sont les renouvelables variables qui passent de 22 à 32%, hein, donc les deux formes d'énergie éolienne et le solaire photovoltaïque. Voilà, le solaire thermodynamique augmente aussi. Donc ce sont aujourd'hui ces formes d'énergie nouvelles qui étaient encore il n'y a pas longtemps plutôt plus chères que les autres. Alors ça n'est plus tout à fait vrai de l'éolien terrestre, ça n'est plus tout à fait vrai du photovoltaïque, ça reste vrai de l'éolien offshore et ça reste vrai du CSP en général. Voilà, ce sont ces énergies-là qui doivent croître beaucoup plus dans les scénarios climatiques si on n'a pas autant de nucléaire et autant de capture et de stockage du carbone que certains qu'on pourrait souhaiter dans une hypothèse dite de moindre coût. Reste à voir si c'est vraiment le moindre coût. Non, celui-là, je ne vais pas le montrer parce que je pense qu'il y a... Non, dommage, c'était intéressant celui-là. Alors, c'est celui d'avant, non ? Oui. On va dire quelques mots de plus sur le solaire, bien que je pense qu'autour de la table, il y a des gens qui vont en parler aussi. Juste pour souligner donc, la baisse rapide des coûts du photovoltaïque, hein, vous avez ici une projection des coûts des systèmes au sol de grande taille, telle qu'on l'a publiée, nous, en décembre 2011, mais elle a été faite en mai 2011, donc il y a 2 ans. Et vous voyez qu'on estimait une progression relativement constante entre 2010 et 2020. Et quand on regarde les plus bas prix de marché aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est déjà en 2019. Et quand on regarde les plus bas prix soutenables, c'est-à-dire en faisant abstraction du dumping ou des gens qui vendent en dessous du coût parce qu'il y a une surcapacité mondiale dans la production photovoltaïque, eh ben on est déjà aux alentours de 2017. Et vous voyez le même organisme, BNEF, Bloomberg Energy Finance, New Energy Finance, qui a fait une nouvelle projection de coûts, qui a un tout petit peu réévalué à la hausse l'évaluation de 2010, un petit peu à la baisse l'évaluation de 2011, mais surtout à partir de 2012, vous voyez la chute quand même extrêmement rapide. On est passé de 3,24 à 1,59 dollars par watt pour le prix des systèmes complets. Et alors ce qu'on note aussi, c'est que là-dedans, évidemment, le prix des
des modules proprement dit est passé des 2/3 à moins de la moitié aujourd'hui. Pratiquement, on sera un tiers en 2020, et ceci pour les grands systèmes au sol. Il est évident que pour les petits systèmes installés en toiture, le prix des modules et celui des cellules est encore évidemment nettement inférieur à ces pourcentages. Concernant la surcapacité mondiale, quand oui. même, je parle sous le contrôle de Total là, qui va intervenir sur le solaire photovoltaïque tout à l'heure. On a grosso modo un outil de production de 50 gigawatts par an, 50 gigawatts crête de photovoltaïque par an, pour un marché qui est quelque part autour de 30 à peu 32, près. 31. Alors, si vous voulez bien passer la diapositive suivante, là, je vais faire notre autocritique. En 2010, on a publié des roadmaps en même temps, en mai 2010, donc il y a tout juste 3 ans, avec des projections de marché pour le photovoltaïque et pour le solaire thermodynamique. Donc, c'est ce que vous voyez qui est entouré en rouge. Alors, à l'horizon 2020, on s'est quand même pas mal trompé, puisqu'on a prévu en 2020 210 gigawatts de photovoltaïque et 147 gigawatts de thermodynamique. Bon. Nos projections actuelles, celles qu'on a publiées l'an dernier, c'est pour 2017, 230 gigawatts de photovoltaïque, donc déjà beaucoup plus que ce qu'on prévoyait pour 2020, 3 ans plus tôt, et seulement 11 de thermodynamique. On va publier le mois prochain des projections qui seront pour 2018 autour de 320 gigawatts. Hein. Donc on est très en dessous du compte en ce qui concerne le photovoltaïque à court terme et très au-dessus du compte en ce qui concerne le thermodynamique à court terme. Vous voyez, en 3 ans, on peut être amené à corriger assez fortement des prévisions. La prévision n'est pas une science tout à fait exacte. Sachant qu'au moment où on est en train de parler, en photovoltaïque, on est déjà à 100. Oh, plus que 100. On a Non. déjà dépassé 101 en début, 101, 102 gigawatts en début d'année. 102, mais pas à 1% près. Là. Non, mais moi, c'est que les Italiens, 100, on est passé à 100, les Italiens, ils installent combien 1 giga tous les mois à peu près. Ah non. Ils ont ralenti. Non, ils ont fait une année à 9 gigawatts, ils ont battu les records. On est à 110, bon d'accord. On est à 110 ? Oui, 10%, oui, on est au milieu de l'année. Non, c'est vrai. D'accord. Je me crois toujours en janvier. Mais vous avez vu le temps qu'il fait ? Bon. Alors, bref. Pour l'instant, nos prévisions de long terme n'ont pas changé. Et je voudrais commenter un peu là-dessus. Alors, ça peut être parce qu'on n'a pas bien compris ce qui se passe, ou ça peut être parce que ce qui se passe est une perturbation de court terme, comme le temps qui fait, mais ça ne change pas sur la climatologie, c'est-à-dire la perspective qu'on peut avoir à long terme qui est dictée par autre chose. À long terme, nous prévoyons toujours, alors c'est plus net, surtout quand on regarde effectivement nos prévisions à 2050, on prévoit toujours une production d'électricité photovoltaïque et une production d'électricité thermodynamique en masse à peu près égale, très importante par rapport à aujourd'hui. Représentant à peu près dans les scénarios HRN aux renouvelables à peu près 10% chacune, 10 à 12% chacune de l'électricité mondiale, ensemble presque 25%. Mais pourquoi on part à peu près égal malgré la dynamique des coûts du photovoltaïque ? Parce que nous pensons que le thermodynamique, grâce au stockage intégré, a un atout considérable pour produire de l'électricité aux heures où le photovoltaïque ne peut pas produire de l'électricité. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on peut dire en l'état actuel des sciences et des techniques, c'est-à-dire que peut-être demain, on saura faire des stockages de masse ou décentralisés à des coûts très abordables et que finalement l'ensemble PV plus batterie l'emportera, ou peut-être simplement l'ensemble PV en réseau plus station de transfert d'électricité par pompage hydraulique, pareil, l'emportera, mais enfin, les rendements aller-retour sont de l'ordre de 75%, 80% dans le meilleur des cas. Avec le thermodynamique, on a un rendement aller-retour du stockage qui est de 98%. Donc on a quand même un énorme avantage aujourd'hui pour faire de l'électricité après 6 heures du soir jusqu'à 11 heures du soir, qui est souvent ou la pointe ou demi-pointe de consommation partout dans le monde, et puis tôt le matin aussi, si on a gardé un peu de chaleur dans ces selles fondues, à des heures où le PV ne peut pas. Et donc c'est pour ça qu'on pense que... Alors, dans les pays tempérés, il n'y aura pas de CSP.
Et le PV sera forcément limité, sauf si on met au point d'autres types de stockage, hein, on est bien d'accord. Dans les pays très ensoleillés, le PV peut aller lui-même déjà beaucoup plus loin, parce que souvent la demande est tirée l'après-midi par la climatisation. Mais néanmoins, pour compléter au-delà après le coucher du soleil, fondamentalement, on fera appel au CSP, et on a souvent, pour l'instant, une pointe de consommation qui est très forte, en tout cas dans les pays en développement. Quand on regarde les projets saoudiens, voire la roadmap qui est en élaboration en Chine pour le solaire, on voit que ils font la même chose que nous. Alors peut-être qu'on se trompe ensemble et qu'ils copient ou que nous copions, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des raisons de penser qu'à terme, il y aura de la place pour les deux technologies en part à peu près égale en termes d'électricité produite, évidemment pas en termes de capacité, parce que les facteurs de capacité ne sont pas les mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Ça, alors je vais quand même vous la montrer, oui, je vais vous montrer les deux autres, et puis après... Oui, on va peut-être en parler après quand on parlera des choses financières. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Alors merci pour cette introduction, on va les faire réagir à tout ça maintenant. Oui, celle-là, oui, on les garde pour tout à l'heure. Alors, on va les faire réagir, et pour qu'il n'y ait pas qu'un seul scénario de présenter, on va demander à Thomas Guéret de nous parler. Voilà, restez assis. Ici. Oui, d'accord. Bonjour à toutes. Présentation d'un autre scénario par négawatt. Alors, en fait, le scénario négawatt, il est né d'un constat qui a été partagé au sein d'une petite communauté qui est née à la fin des années 90, qui étaient des gens qui travaillaient sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Et ce constat, c'était de dire le potentiel des économies d'énergie, il est tout le temps méconnu dans les pays en développement, pour plusieurs raisons. Et donc on s'est dit, notre objectif à nous, en travaillant ensemble, d'ailleurs d'abord de manière informelle, puis au sein de l'association Négawatt à partir de 2001, ça a été de dire, il faut qu'on donne du corps à ces hypothèses-là et qu'on propose une vision de l'avenir qui prenne en compte les réels potentiels de l'efficacité et des renouvelables. Alors ça s'est traduit par la vision qui est résumée ici sur ce graphique que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu, hein. Donc en gros, on part de la période actuelle, en 2012 ici, et puis on a une projection à 2050 pour la France, hein. Scénario négawatt, pour l'instant, c'est seulement la France, mais il y a d'autres exercices évidemment équivalents dans pas mal d'autres pays. Et donc, si vous voulez, on s'est dit, on va comparer un tendanciel qui est représenté ici de manière un petit peu caricaturale par une augmentation très forte de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, hein. Évidemment, ça peut s'adapter. Et puis, philosophiquement, qui est un peu la poursuite du gaspillage à tous les niveaux qu'on connaît beaucoup dans notre société, c'est-à-dire le prêt à jeter, l'obsolescence programmée, l'énergie gaspillée à tous les étages. Et donc, on a ce que j'ai appelé ici toujours plus d'inutile, vous voyez. Et puis, on va essayer de passer à une autre manière de se développer, qui est la voie négawatt ici, que j'ai appelée toujours mieux avec moins. Alors, toujours mieux avec moins, pourquoi ? Parce que le scénario négawatt, ce n'est pas un scénario punitif où on va essayer de dire aux gens arrêtez de consommer, c'est pas bien, etc. On n'apporte pas un jugement de valeur comme ça sur le confort ou sur l'économie, la prospérité, etc. Au contraire, on dit il faut faire toujours mieux. C'est-à-dire qu'on ne renonce pas à avoir une société qui va mieux au niveau culturel, au niveau peut-être des conflits dans le monde, etc. On pourra éventuellement en parler, parce que notre approche, c'est de dire si on partage mieux l'énergie, on va aussi avoir une société qui sera plus facile à vivre à tout point de vue. Alors, pardon, encore une seconde. Donc, on a trois composantes pour arriver à ce résultat. C'est d'abord la sobriété. Alors, la sobriété, je vous dis d'abord les trois. La sobriété, qui va être une réduction du service énergétique. Ensuite, l'efficacité énergétique qui va être donc la mise en place de toutes les solutions techniques les plus efficaces dans tous les domaines de la société, secteur par secteur. Et puis enfin, alors là, vous avez les vrais négawatts, ou les vrais négawattheures, si vous voulez pinailler. Et donc, on a réduit la consommation d'énergie jusqu'à un niveau qui est symbolisé ici.
Et à partir de là, comme on a beaucoup réduit la consommation d'énergie, on se trouve avec la capacité, avec les renouvelables qui effectivement sont plus répartis, beaucoup moins puissantes à l'unité, etc., que les énergies classiques, on va être en capacité d'avoir une proportion très importante d'énergie renouvelable. Alors la sobriété, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? On peut regarder le graphique. Alors on va le regarder, oui, mais sur ce triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, moi j'ai coutume de citer Jean de La Fontaine, qui s'il avait vécu parmi nous aurait pondu une petite fable dont la morale aurait été: rien ne sert de produire, il faut consommer à point. C'est bien qu'à partir du moment où on aura sobriété, efficacité, qu'on pourra s'occuper des renouvelables. Alors, la sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est? On pourrait d'abord se demander ce que c'est que l'ébriété énergétique. On est dans une société qui nous a produit 1000 prothèses pour qu'on n'ait plus aucun effort physique à faire, sauf que notre organisme, il a besoin d'efforts physiques, et tout le monde le sait, mais on ne reconnaît pas que dans notre vie quotidienne, on a éliminé toute source d'exercice physique. Donc vous voyez ici un exemple un petit peu caricatural, mais qu'on peut observer, enfin ce genre d'exemple, on peut en observer tous les jours dans notre vie quotidienne à partir du moment où on est un petit peu attentif. Alors la diapo suivante. Donc l'idée de la réflexion sur la sobriété, ça peut être de se dire quels sont nos besoins. Alors nos besoins, l'énergie, on ne la consomme pas en tant que telle. Moi, je ne mange pas des morceaux de charbon au petit déjeuner, je ne sais pas vous. La douche au kérosène, ce n'est pas forcément idéal. Donc ce qui nous intéresse, je crois tous, ce sont les services énergétiques. Donc la sobriété, c'est se baser sur ces services énergétiques et donc sur les besoins en services énergétiques. Et là, on peut lancer un débat qui ne doit pas être un débat moralisateur, encore une fois, ou comment on dit ça, une éco-dictature, mais qui sera plutôt un débat entre les citoyens pour dire qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre des besoins vitaux, qu'est-ce qui est utile, et puis après, plutôt accessoire, plutôt futile, plutôt nuisible. Alors, je vous le dis franchement, l'accessoire, le futile, voire l'extravagant, de temps en temps, faire la fête, gaspiller un bon coup, c'est sympa. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, si on le fait tout le temps, là, on a des problèmes. Donc, éventuellement, on a différents outils à mettre en place. Par exemple, des obligations comme le droit au logement pour les besoins vitaux, et puis éventuellement des interdictions. Entre les deux, vous avez tout un tas de possibilités de politique publique, comme par exemple la fiscalité, les incitations, l'information, la sensibilisation, etc. Donc je passe rapidement là-dessus. Et pour parler un petit peu de... Alors peut-être juste une seconde. Est-ce que tu peux appuyer sur la touche B, s'il te plaît? Juste un instant. La touche B. Voilà, comme ça c'est bien, on apprend ce que ça fait, ça coupe l'image et puis on peut parler plus entre êtres humains. Pour vous dire, la sobriété, en fait, très rapidement, elle est de plusieurs types. Il y a la chasse au gaspillage. Alors ça, tout le monde peut être d'accord sur la chasse au gaspillage. On va dire, qu'est-ce que c'est que ces panneaux publicitaires qui sont allumés en permanence, qui gaspillent de l'énergie? En plus, pour vous provoquer à une consommation dont vous n'avez peut-être pas besoin. Donc ça, c'est un problème plus de fond, j'y viens dans un instant. Donc la chasse au gaspillage, première dimension. Deuxième dimension de la sobriété, c'est l'organisation. Est-ce que je vais faire 2 déplacements en voiture, une fois pour aller voir le médecin, une fois pour faire une démarche administrative, et puis peut-être une 3e fois pour me faire mes courses, alors que finalement, je pourrais faire un seul déplacement. Ça, c'est mon organisation personnelle. Si on est plusieurs, on fait de l'organisation collective, donc du covoiturage, des transports en commun, puisque ça, c'est du collectif à une échelle un peu plus grande, avec l'organisation par la puissance publique. L'urbanisme aussi est une forme d'organisation qui va permettre d'éviter les besoins. Éviter des besoins de mobilité en arrêtant, par exemple, d'étaler les villes à la campagne, ce qui est aussi destructeur de ressources naturelles. Ensuite, 3e type de sobriété, et ça c'est très important, même si elle n'est pas beaucoup développée dans le scénario Négawatt, pour une raison simple à comprendre, c'est ce qu'on peut appeler la simplicité volontaire. On est dans une société de consommation où tout le monde est incité à toujours plus consommer, à être égoïste, à ne penser qu'à augmenter son standard de vie, alors que d'autres n'ont pas de quoi vivre. Donc Gandhi disait « vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre ». Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Alors, je vous ai dit qu'on ne l'a pas vraiment développé dans le scénario Négawatt parce que notre approche, c'est de dire qu'il faut que chacun fasse comme il veut. Voilà. Donc, vous verrez que la sobriété énergétique, elle prend une part qui est substantielle, mais qui s'appuie essentiellement sur les 2 premiers piliers que je vous ai donnés. Alors, sur l'efficacité énergétique, maintenant, on part là-haut. Alors, là, je vois qu'il y a une flèche vers le haut, mais ce n'est pas ça, c'est un départ de flèche. On part des services énergétiques et on va progressivement faire l'efficacité après l'étape de sobriété qui est prioritaire, puisqu'elle a déjà permis de limiter le niveau de service énergétique. Et là, vous avez 4 types d'efficacité. Un premier type, la première question qu'il faut se poser, c'est l'énergie grise. C'est très bien de construire une maison neuve, très efficace en énergie, sauf que si pour la construire, vous utilisez beaucoup de béton, beaucoup de métal, etc., et qu'il a fallu beaucoup d'énergie, et bien toutes les économies, la consommation à la fabrication peut représenter 40 années de production, d'utilisation du bâtiment par la suite. Et puis même un nombre infini si c'est un bâtiment énergie positive. Donc faisons très attention à ça. Il vaut bien mieux, par exemple,
rénover des bâtiments plutôt que raser et reconstruire, parce que vous avez un investissement énergétique qui est gigantesque si vous prenez la deuxième solution. Ensuite, on va aller progressivement de l'énergie utile à partir des services énergétiques. On va regarder l'énergie utile. Donc là, vous avez l'isolation des bâtiments, par exemple, les apports passifs, les échanges avec l'environnement, donc pour parler des bâtiments. Vous avez ensuite l'énergie finale. Donc on remonte la chaîne énergétique, si vous voulez. On l'a prise dans l'autre sens avec Négawatt, puisque pour nous, l'important, c'est de partir des besoins et ensuite de regarder ce dont on a besoin pour y répondre. Et donc l'énergie finale, évidemment, ça va être l'efficacité des appareillages, la chaudière, la pompe à chaleur, la lampe fluo, etc., ou la LED maintenant, bien sûr, et l'électroménager. Et puis l'efficacité en énergie primaire, là, c'est l'efficacité de la production du système énergétique. Donc ça me paraît très important. Alors, diapo suivant. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux premières étapes qui sont des vrais négawatts, on a vraiment, par rapport au tendanciel, on a beaucoup baissé les consommations. Dans le scénario négawatt, on a divisé par 2, même un petit peu plus, les consommations d'énergie par rapport au tendanciel et même par rapport à aujourd'hui. On va voir ça dans un instant. On arrive au sujet de la table ronde, là. Donc là, on est sur le mix énergétique dans négawatts. Alors, vous voyez qu'on a la biomasse solide, donc le bois énergie essentiellement, qui augmente de manière très importante, parce qu'en France, on a une sous-exploitation des produits de la forêt. C'est lié à la taille des parcelles, à la difficulté d'accès à certaines d'entre elles, à la disparition du bocage, à la non-valorisation des tailles de haies ou d'arbres urbains, etc. Donc là, on a un potentiel très important. On pourra en discuter, bien sûr. Le deuxième, donc à peu près 250 TWh, un peu plus même en 2050, avec une croissance rapide dès maintenant. Ensuite, vous avez l'éolien, avec moitié d'éolien terrestre, moitié d'éolien en mer pour ce qui concerne la production. Ensuite, vous avez du biogaz, avec essentiellement la méthanisation, ici, qui vient donc à peu près à 150 TWh. Donc ces trois-là, déjà, vous font 600 TWh. Donc ça fait quand même une très, très grosse part du mix énergétique, puisqu'en 2050, en énergie primaire, on est à peu près à 1000 TWh contre 3000 aujourd'hui. Donc en énergie primaire, on a fait vraiment une culbute extraordinaire grâce à nos hypothèses. Ensuite, vous avez ici une autre énergie qui va très haut, c'est le solaire PV qui va dépasser l'hydraulique. Donc 90 TWh environ, 80 pour l'hydraulique dont on est un petit peu au-dessus d'aujourd'hui, mais pas beaucoup. Et puis vous voyez en dessous donc, le reste du bouquet énergétique. Mais il y a Jean-Jacques Bézian qui s'inquiète, là. CSP se trouve où? Alors justement... on est en France, oui, tu as raison. Oui. On a baissé un peu les déchets, et puis c'est vrai qu'on a mis les déchets renouvelables dans la biomasse solide ici, sauf erreur de ma part. Bon, enfin, on est en France, mais il y a quand même Tébis, il y a quand même Odeyo, Montlouis, Font-Romeu. Oui, on n'a pas. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas poussé ça, c'est une question fondamentale. Vous voyez aussi que les énergies marines sont très basses. Le principe de Négawatt, c'est de dire on prend les technologies existantes ou qui sont vraiment émergentes, mais très rapidement sur le marché, et on ne va pas chercher les choses qui sont en cours de démonstration. Donc le solaire à concentration, on ne l'a pas tellement pris. On n'a pas pris non plus les énergies marines. S'il y a une bonne surprise technologique... Vous causiez ensemble tous les deux à l'heure du déjeuner. Tant mieux, mais on n'en a pas besoin. Voilà. Et s'il y a quelqu'un d'Alstom dans la salle qui travaille sur l'hydrolienne du Rat-Blanchard, il a un droit de réponse, bien sûr, parce que je pense qu'ils avancent vite, eux aussi. Alors, peut-être la diapo suivante. Voilà, donc c'est ce que ça donne maintenant en énergie primaire. Vous voyez que le tendanciel qu'on a pris, qui ressemble un peu à ceux qui sont utilisés dans le débat sur l'énergie et les tendanciels classiques de la prospective énergétique pour la France, on reste à peu près à 3000 TWh en énergie primaire dans le tendanciel. Les renouvelables augmentent assez sensiblement, mais restent marginales. Donc ça, c'est le discours classique qui était jusqu'à présent de dire les énergies renouvelables, c'est très bien, il faut en faire, mais ça va rester une blague. Le titre, c'est bilan énergie primaire. Oui. On est en France, là, ou en Allemagne? On est en France. Ah bon, d'accord. On est en France. Et puis, donc, le nucléaire est là, le gaz, le pétrole, le charbon. Et ça, c'est le scénario négawatt. Alors, on a pris la même épure en haut pour pouvoir faire apparaître ce que provoque la sobriété énergétique. Ici, donc vous voyez qu'on gagne quand même déjà pas mal, un petit 15%, si je me rappelle bien. Ensuite, vous avez l'efficacité énergétique à l'utilisation, et puis un gros paquet là qui est l'efficacité énergétique à la production, sur la chaîne logistique de l'énergie. Donc c'est beaucoup le refroidissement des centrales nucléaires. Ensuite, ici, pardon, Cédric. Excuse-moi, ça ne peut pas être ça. Enfin, le refroidissement, oui, alors, mais il faut que tu expliques mieux, si je peux me permettre. Oui. C'est C'est-à-dire le fait de passer de techniques
thermique Voilà. à des techniques où l'énergie primaire est égale à l'énergie finale. Oui, il y a ça. Puis il y a aussi que pour ce qui est thermique, comme la Fondamentalement. biomasse thermique, par exemple, on fait beaucoup de cogénération. Non, mais Et on ça, c'est récupère la peanuts. chaleur. Ce qui compte énormément dans un scénario comme ça, où tu passes à énormément de photovoltaïque et d'éoliennes, c'est le fait que là, ton énergie primaire est égale à ton énergie finale. Oui. Alors que quand tu as des centrales thermiques, ton énergie primaire, c'est 1 sur 60% de l'énergie finale. Voilà. Donc c'est là qu'on voit apparaître ça, ce qui donne une importance énorme à l'efficacité, à la production, qui est effectivement un peu liée à la manière de compter, hein. Et puis ici, vous voyez donc que du coup, ça nous permet à la fois de ne plus continuer le nucléaire après 2033. Vous voyez ici, en 20 ans, on fait s'éteindre progressivement les centrales à peu près entre 30 et 40, enfin 35 et 40 ans de durée de vie. Sauf pour les dernières qu'on va découpler du réseau parce que maintenir tout le système pour quelques centrales, c'est un petit peu aberrant et on n'en a plus besoin. Et puis ici, vous avez le gaz qui, au début, reste à peu près pareil, mais le gaz fossile, hein, attention, ça c'est le gaz fossile, parce qu'après, dans le scénario, vous avez vu, il y a beaucoup de biogaz, hein. Donc le gaz fossile baisse, mais plutôt à partir de 2030. Et puis par contre, le pétrole et le charbon baissent tout de suite. Ce qui fait qu'on a 90% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique de Négawatt en 2050. Eh bien, ça va faire réagir un peu tout le monde, aussi bien dans la salle qu'ici. Alors, tac, je garde les autres. Ah oui, si, pardon. On va quand même passer à celle-ci. Voilà. Hein. Si vous voulez en savoir plus, vous avez les 2 publications. Tout est expliqué. Voilà. Arnaud Chaperon, réaction. Pourquoi Total se lance-t-il dans le solaire? C'est une condition de survie, hein, d'après ce qu'on vient de voir là. Juste, que va devenir le pétrolier en 2050? Je vais faire un petit commentaire, non pas peut-être plus global sur l'ensemble du monde. Les prévisions que nous avons, donc c'est pas tout à fait les mêmes, hein. Ce que nous voyons à l'échelle mondiale, c'est que effectivement l'efficacité énergétique est absolument nécessaire. C'est-à-dire que sinon on n'y arrivera pas. Par rapport, on voit la croissance d'ici entre aujourd'hui et 2035 se poursuivre sur l'énergie autour de 30%, hein, entre aujourd'hui et 2035. Et donc, il faut apporter plus d'énergie dans le système. Et donc, on a besoin de toutes les formes d'énergie. Donc, les énergies, nous ne les voyons pas, nous, nécessairement en compétition là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que les fossiles, charbon, gaz et pétrole, en 2035, sera encore 75% du mix énergétique mondial. Et même si je pousse le renouvelable encore à fond, ça va jouer qu'à la marge là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment sur la durée qu'il faut voir la transition énergétique. Et là, vous allez voir après la passion que j'ai pour le solaire. Donc je le dis vraiment en disant, je suis, même si mon origine est pétrolière et gazière, on voit que les transformations à l'échelle du monde, ça ne se fait pas aussi vite. Donc c'est un peu ça que nous voyons. Et on voit dans les énergies le pétrole rester baissé en part de marché, entre guillemets, le gaz passé en 2e position devant le charbon, et le charbon restait quand même aujourd'hui une part non négligeable, et resté en 2035 autour de 21%. 25% pour le gaz, 28% pour le pétrole, et les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, montant à 6% à cet horizon de temps en énergie primaire. Ce qui veut dire qu'au niveau de ce qui est le mix électrique, évidemment, c'est plus derrière. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire, mais simplement pour donner une vision un peu mondiale du sujet. Donc là, je vais passer au solaire. Puisque alors vous allez assister à quelque chose d'assez inhabituel, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va vous défendre bec et ongle le solaire photovoltaïque et qui est l'ancien patron de Total au Qatar. Alors, pourquoi j'ai bien dit toutes les énergies sont nécessaires, donc je ne défends pas bec et ongle l'un par rapport à l'autre. Bon, d'accord. Il se trouve qu'aujourd'hui, Total, on a choisi après des études multiples et nombreuses, 2 énergies renouvelables sur lesquelles nous sommes positionnés, l'une qui est le solaire et l'autre qui sont la biomasse et les biotechnologies. Sur le solaire, on a agi de manière seule forte, puisque vous savez qu'aujourd'hui, avec notre participation majoritaire dans SunPower, nous sommes le 2e acteur mondial du solaire dans le monde, par le chiffre d'affaires, classé par le chiffre d'affaires. Et dans le domaine des biotechnologies, on est positionné plus aujourd'hui dans la recherche et le développement et le début
de l'histoire industrielle avec notre participation et notre partenariat avec une société, là aussi américaine, qui s'appelle Ameris, qui transforme des sucres issus de la première génération, mais dans quelques années de la deuxième génération, en biochimie et en bioproduits pétroliers. Alors vous avez dit à force d'études et d'expérimentation aussi. Il me semble que vous étiez parti sur l'éolien offshore à un moment donné. Je me souviens, du côté de Port-la-Nouvelle, il y avait un gros projet Total offshore, éolien offshore. Oui. Enfin bon, on a décidé il y a maintenant 5 ans, ça date, de ne pas faire d'éolien. C'est-à-dire, on a strictement rien contre l'éolien, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que, on ne voulait pas faire tout. On s'est concentré sur ce que je vous disais. Et en même temps, ces deux énergies qui sont les biomasse, biotechnologie, à de très fortes synergies avec Total par les produits, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est transversal à tout le groupe. Et deuxièmement, le solaire, on a beaucoup de synergies qui sont à la fois technologiques et qui sont de marché. Donc, Total est présent dans 160 pays, dont beaucoup de pays ensoleillés. Et donc, il y avait vraiment des synergies, et on le voit tous les jours avec SunPower. L'éolien, nous n'avions pas de synergie spécifique. Nous ne sommes pas des fabricants de... Mais quand même, sur les plateformes en mer, vous travaillez. Vous savez travailler en mer? Oui. Bon, alors c'est vrai que sur l'éolien offshore, on a aussi des doutes. On va dire des doutes. C'est-à-dire, on pense que les coûts de maintenance sont sous-estimés. Et quelque part, quand je vois d'ailleurs les coûts en France sur les appels d'offres de l'éolien offshore, et je vois là où on en est dans le photovoltaïque, où en gros, on est 2 fois moins cher au kilowattheure produit. Bon, donc aujourd'hui, nous, on se focalise sur... Mais après ça, il va falloir savoir quand est-ce qu'il se place, ce kilowattheure. Parce que sur l'offshore, ils sont avec des NH de 4000 heures par an. Oui, mais ça, souvent à des périodes très intéressantes. Oui, mais c'est pas parce que ce qui compte, c'est le kilowattheure, c'est le prix au kilowattheure. Et c'est pas parce que vous êtes à 4000 heures et que le solaire est à peu près à 1000, 1200 ou 1300 suivant l'endroit où vous êtes en France, au prix du kilowattheure, vous êtes moins cher. En même temps, l'éolien offshore, il faut ramener l'électricité sur en France, en continental. Et quand vous êtes dans le solaire diffus, vous êtes sur les toitures des consommateurs directement. D'accord. C'est pas tout à fait pareil. Alors Arnaud Chaperon a voulu venir avec une diapo, une seule. Je la mets à l'écran et avec votre commentaire. Je vais être obligé de me lever parce que je ne la vois pas, alors c'est dommage. Ici, je vais faire comme Cédric. Ici, oui, je voulais vous montrer la photo il y a quelques semaines de Solar Impulse que vous connaissez au-dessus du Golden Gate. Et vous voyez la ville de San Francisco derrière, avec le Bay Bridge, qui est l'autre pont que vous voyez là-bas. Bon, là-dessus, 2 messages. C'est là-dessus. D'abord, c'est ce que fait Bertrand Piccard avec son avion-là. C'est pas pour dire que les Airbus ou les Boeing vont voler au solaire. Pas du tout. Donc, il ne faut pas imaginer la transposition en disant c'est pas ça qu'il essaye de démontrer. Ce qu'il essaye de démontrer, par son aventure exceptionnelle, c'est yes we can. Voilà, c'est oui, on peut y arriver par la technologie. Et donc, la transformation énergétique sur une distance longue, comme je vous le disais, c'est la technologie que le driver derrière de tout ça. Et donc, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il veut démontrer. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des cellules de SunPower qui sont sur les ailes et derrière, et donc celles de Total, et que sans ces cellules-là, il n'y aurait pas de Solar Impulse, parce que nous avons aujourd'hui la meilleure technologie au monde avec des rendements qui, sur le plan purement industriel et commercial, aujourd'hui, sont largement supérieurs à 20%. Et c'est pour ça que cet avion a la puissance suffisante pour pouvoir faire ce que vous voyez ici, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc, moi, le discours que les messages que je voudrais vous faire passer au niveau du solaire, et je vais me concentrer sur le solaire si vous me permettez là, c'est la chaîne d'innovation, et là nous sommes dans une enceinte scientifique, technologique, eh bien il y a énormément de progrès technologiques devant nous sur l'ensemble de ce que je vais vous décrire. Donc on va commencer par le module photovoltaïque que vous connaissez. Là-dessus, le DOE américain, c'est le département de l'énergie américain, a fixé comme cap pour 2020 d'être à $1 du watt pour un panneau solaire installé aux États-Unis pour, en gros, une ferme solaire ou un commercial en toiture derrière. Ce qui veut dire 6 centimes de dollars par kilowattheure pour l'électricité produite. Et ils ont fixé ça pour 2020. Quand ils ont mis ça, tout le monde s'est un peu moqué en disant c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, en tant qu'industriel, ce que je peux vous dire, c'est qu'on y sera.
on y sera. Nous avons les feuilles de route aujourd'hui qui permettent d'atteindre l'objectif du DOE sur l'ensoleillement américain moyen, et qu'on le fera probablement avant 2020. Je dis probablement parce qu'il y a toutes les incertitudes que peut voir sur les feuilles de route. Donc, le message, c'est le solaire photovoltaïque, on a sous le pied en matière de technologie. Ça, c'est sur le panneau. Ayant dit ça, comme vous voyez le prix d'un EPR aujourd'hui et le prix de l'électricité produit, et je ne dis pas ça contre, puisque je vous ai dit qu'on avait besoin de toutes les formes d'énergie, mais simplement, vous voyez qu'on parle de mix. Aujourd'hui, vous voyez que les prix négociés avec les Anglais d'EDF se situent, et s'il y a quelqu'un d'EDF dans la salle, il pourra me confirmer, autour de 12 centimes. C'est-à-dire 120 euros du mégawattheure derrière. Donc vous voyez par rapport aux chiffres que je mentionne. Maintenant, le sujet important derrière, c'est le système. Une fois que vous voyez que le solaire, on a mis suffisamment de puissance, on a abaissé les coûts à des niveaux qui permettent d'entrer dans la phase suivante, qui est de regarder les systèmes. Alors là, l'exemple, c'est l'Allemagne. Un consommateur en Allemagne paye entre 25 et 27 centimes d'euros du kilowattheure son électricité chez lui. Le prix du solaire, aujourd'hui, en Allemagne, est en dessous de 15 centimes d'euros. Les tarifs de rachat sur 20 ans, fixés par le gouvernement allemand, se situent aussi autour de 15-16. Donc vous voyez qu'un Allemand aujourd'hui a un intérêt évident à autoconsommer. Malheureusement pour lui, il peut autoconsommer qu'environ 20 à 30% sur sa consommation classique. Et donc vous rentrez dans les problématiques immédiates de stockage de l'électricité au niveau du résidentiel et commercial. Et vous rentrez dans les problématiques d'essayer d'autoconsommer au maximum pour bénéficier le plus possible et vous protéger sur la hausse des prix de l'électricité. Donc vous avez derrière la voiture hybride, la voiture électrique, rechargeable chez vous. Donc vous imaginez, et c'est ce que j'appelle le développement des systèmes, ce qui nécessite à la fois des technologies de briques autour de tous ces systèmes, mais aussi des algorithmes d'optimisation de l'ensemble de ces systèmes. Et c'est ce que vous commencez à voir aux États-Unis et en Allemagne, mais la France a quand même, sur le plan de l'algorithmique, des compétences qui sont reconnues mondialement. Donc là, il y a un champ important d'innovation, et mon message, c'est qu'on y entre, ça commence. Puis vous avez l'étape suivante, qui est presque d'ailleurs concomitante, qui est de dire, et comment est-ce qu'on intègre ça dans les réseaux? Parce que je vous parle de millions de consommateurs producteurs, tout ça intégré, donc vous allez avoir un milieu électrique qui va être des centrales nucléaires, des centrales à gaz, et vous voyez les discours de Gérard Mestrellet et d'Henri Proglio dans la presse aujourd'hui, puisque les utilities ont leur business model qui est fragilisé en ce moment en Europe par l'impact des renouvelables, pas uniquement, mais enfin en partie derrière. Et donc vous voyez l'intégration dans les réseaux qui est un vrai sujet majeur à l'échelle du monde, pas que de l'Europe, pas que de la France, et sur lequel la modélisation économique n'existe pas, à ma connaissance, mais enfin je pense que personne ne pourra me dire le contraire, n'existe pas. C'est-à-dire modéliser quelque chose avec des moyens de production centralisés, des moyens diffus, des consommateurs qui changent leur consommation, de la voiture électrique, du stockage en milieu résidentiel, du stockage derrière les transformateurs, du stockage de steppe et d'hydraulique, etc., des interconnexions avec les pays voisins qui ont plus de vent, moins de soleil, etc. Cette programmation, cette modélisation n'existe pas. Ce qui veut dire, c'est que comme elle n'existe pas, ce que font les pays, ils en sont réduits finalement à l'influence des lobbies. C'est ça qui est en train de se passer et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Peut-être que j'étais un peu long. Pardon, juste un instant. Sans prétendre que ça réponde complètement à la question, il existe dans le scénario Négawatt une modélisation en puissance, heure par heure entre maintenant et 2050, qui répond quand même largement à cette question-là. Pour la France. Pour la France. Oui, sans compter plaque européenne. Alors je vais vous dire, je ne sais pas que je sois... mais quelque part, pour qu'un système, une modélisation soit robuste, il faut l'avoir regardé sur des données existantes réelles. Seuls les États-Unis et le Fraunhofer l'ont fait en Allemagne et de manière extrêmement partielle. Les États-Unis, sur un de leurs réseaux, ils ont regardé sur les 5 dernières années ce qui se serait passé s'ils avaient 30% de renouvelables, d'éolien et de solaire, et ils ont vu qu'ils auraient eu une semaine sur ces 5 années sur lesquelles ils auraient eu des blackouts, avec des tas de phénomènes qui se seraient, donc sur lesquels ils n'auraient pas pu répondre aux problèmes, enfin sur lesquels ils doivent travailler. Et le Fraunhofer a commencé à modéliser ça. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est la gestion de l'intermittence. Bon, je sais que tu n'aimes pas le mot intermittence, Cédric, derrière, mais ça pose quand même des vrais sujets. Quand on dit, moi je
Je regarde, par exemple, quand vous avez 1 gigawatt de solaire, combien est-ce que vous devez mettre en backup de puissance installée pour faire face au fait qu'il n'y a pas du solaire tout le temps? Alors, vous entendez des gens qui vous disent 1 pour 1. Les études aux États-Unis et en Allemagne montrent que le vrai ratio converge davantage vers 30%, à peu près, 30%. Mais ceci étant, est-ce que vous devez davantage mettre du stockage chez vous et le gérer vous-même, gérer complètement votre système, mais vous êtes toujours obligé d'importer de l'électricité, parce que quand il n'y a pas de solaire, même avec votre batterie, vous n'arrivez pas, donc il faut bien que vous ayez de la... Mais à ce moment-là, comment est-ce que vous cotisez au renforcement des réseaux et au backup? C'est ça pourquoi les Allemands sont en train de réformer complètement leur système EEG, puisqu'ils se rendent compte que leur système aujourd'hui est divergent, complètement divergent, puisque plus vous mettez du solaire sur les toits, plus le prix de gros de l'électricité baisse, plus leur système EEG monte, plus les consommateurs ont envie, pour se protéger contre la hausse, de mettre du solaire sur leur toit. Et donc, ils ont un système complètement divergent aujourd'hui en Allemagne, et ils sont obligés de réformer leur système EEG. Et ils ont compris qu'il fallait le réformer globalement, en intégrant la dimension locale, régionale. Ça va faire une transition, je ne sais pas, par rapport à la dimension locale et régionale. C'est parce que c'est quand même de l'énergie de région, le solaire, derrière. Donc ça oblige de complètement réformer le système en profondeur. C'est une superbe transition. On pourrait reprendre la parole après. Vous vouliez réagir? Non, on va donner la parole à Nicolas Houdan. Lui, il est sur le terrain, comme je vous le disais tout à l'heure, spécialiste de planification territoriale. Donc la question, elle est simple. On vient de parler du scénario négawatt qui concerne la France. L'AIE nous a présenté un scénario mondial. On vient de parler des échanges d'électricité sur la plaque européenne. Quelle est la bonne maille? Quelle est la bonne maille? Quels sont les nouveaux acteurs qui vont être impliqués? Ce nouveau mix énergétique va faire rentrer dans la danse de nouveaux acteurs. On nous dit que la région serait la bonne maille, qu'elle doit reprendre en main la compétence énergie. Oui, non, je ne sais pas. Quid de la collectivité, quid de la commune, quid de la com de com, du département, de la région, du territoire, du pays? Qu'est-ce qui marche bien? Alors, bonjour déjà. Tout d'abord, il faut savoir que la France s'est engagée dans des objectifs de réduction à une échelle nationale, notamment à travers le 3x20, donc le fait de réduire de 20% ses consommations d'énergie et d'introduire des ENR dans la production énergétique. La France s'est aussi engagée à l'horizon 2050 à diviser par 4 ses émissions de CO2. Voilà, tout gaz à effet de serre, ces émissions de GES. Et donc le scénario négawatt, en soi, en termes d'objectifs, n'est pas une utopie, c'est juste une obligation, c'est juste la loi. Après, bon, il est un peu volontariste, on va dire, sur la baisse du nucléaire, mais c'est une histoire de mix, quelque part. Donc déjà, nul n'est censé ignorer la loi, il faut effectivement atteindre ses objectifs. Ces objectifs ont été dictés il y a quelques années maintenant. Si on regarde sur un trend annuel, ce que ça voudrait dire en termes de rythme, de pénétration des ENR, de réhabilitation, enfin de pénétration de l'efficacité énergétique, etc., on est déjà sorti des clous très largement, malheureusement. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer ne pas respecter la loi ? Et comment est-ce qu'on peut enfin arriver à faire baisser cette tendance à la consommation d'énergie, sachant que la tendance, elle est toujours à la hausse. Je suis désolé, moi, depuis plus de 25 ans maintenant que je travaille dans ce domaine, j'ai fait des scénarios de demande énergétique depuis 25 ans, et à chaque fois, bizarrement, quand on se projette 5 ans dans le futur, on observe une baisse tendancielle, mais c'est jamais le cas. On commence à l'observer très récemment, mais plus pour des phénomènes, alors soit de fermeture d'industrie, soit pour des phénomènes de prix ponctuels du pétrole, où on a des baisses effectivement des fois de consommation d'essence, mais qui sont des baisses contraintes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à atteindre ces objectifs, donc à respecter la loi.
Une réponse qui est partielle et qui est issue d'un exercice récent et d'une obligation de l'État, qui ont été les SRCAE, donc les schémas régionaux air, énergie, climat, qui sont un retour, on va dire, à des exercices de planification territoriale contraints, avec comment on décline à l'échelle des territoires, donc à l'échelle des régions, les objectifs de la France, donc les 3 x 20 à l'échelle des régions, et comment on essaie de rendre ça cohérent, sachant qu'effectivement, pour répondre à la question de Philippe, je ne vais sûrement pas y répondre, mais la maille déjà régionale semble être intéressante, ne serait-ce que parce qu'il y a un contexte. Comment voulez-vous, par exemple, produire un tiers de l'énergie éolienne sur des régions qui sont très urbanisées? Comment voulez-vous produire de l'énergie avec de l'hydraulique à un endroit où il n'y a pas d'eau ou pas de dénivelé? Donc il faut évidemment adapter la production au contexte, au territoire. Alors, au-delà du contexte et de la réalité du territoire, il y a aussi la réalité des habitants, des consommateurs. L'énergie, c'est déjà... ça répond à un besoin. Moi, je ne parle pas d'énergie, je parle de services énergétiques. Hein. Ça répond à un besoin, donc se chauffer, se nourrir, se laver, éventuellement regarder la télévision, ce genre d'éléments qui sont donc des éléments de loisirs, des éléments de confort, des éléments de santé. Donc la question, c'est pas tant quel mix énergétique, c'est quel besoin, et ensuite quelle meilleure adéquation entre l'énergie ou entre le service énergétique et le besoin. On parlait tout à l'heure de gains de rendement fabuleux uniquement en changeant effectivement cette adéquation aux besoins. Effectivement, c'est toujours plus simple d'utiliser de la chaleur dès l'instant qu'on la produit, plutôt que de la transformer en électricité, de la transporter, de la transformer en chaleur ensuite. On voit bien qu'on a des chaînes de rendement qui sont un peu ridicules et qui s'amoindrissent au fil de la chaîne. Donc, une fois qu'on a pris ces deux éléments, on se rend bien compte que effectivement, la bonne échelle, c'est l'échelle du consommateur pour ce qui est de la demande. Donc, l'action de réduction des consommations d'énergie, elle passe bien par le consommateur. Et là, il faut des politiques locales, territoriales, les plus proches possibles du consommateur final. Quant à l'action sur l'offre, elle dépend de la nature de l'offre. Et la nature de l'offre, elle dépend de la nature du besoin. Donc globalement, on a besoin de chaleur, on essaie de produire de la chaleur le plus directement possible. Si c'est par de la biomasse, il est certain que ce n'est pas à une chaîne, à une maille communale qu'on peut gérer une filière biomasse. Donc ça va être un peu plus élargi à l'échelle d'une communauté de communes, par exemple, ou d'un pays au sens voiné du terme. Donc si on parle d'énergie centralisée, alors centralisée, de moins en moins, parce que de toute façon, ça va passer par la décentralisation, si on veut effectivement faire pénétrer des énergies renouvelables, et notamment le solaire photovoltaïque, par exemple. Donc là, on est plutôt aussi en bout de chaîne, et le problème qui se pose dans ce cas-là, c'est essayer de limiter au maximum les transits sur les réseaux, donc essayer de faire évoluer, qui est en même temps que la transition énergétique, la transition du mode d'acheminement de l'énergie ou de l'électricité. Donc ça va être l'évolution du réseau électrique, ça va être le déploiement de réseaux de chaleur, éventuellement l'injection de biogaz dans le réseau de gaz, donc l'évolution du réseau de gaz, ou même voir la transformation d'électricité en gaz qu'on peut réinjecter dans le réseau. Donc tout ça, ça demande de la technologie, certes, comme ça a été dit, mais pas de la technologie dans le sens la technologie va nous sauver. Non, la technologie va juste nous permettre d'organiser ça. Et si effectivement il y a actuellement quelques freins qui sont, à mon avis, assez légers sur l'adéquation temporelle, on va dire, entre l'offre et la demande, un réservoir, enfin une steppe,
un réservoir d'eau et donc un stockage par ce biais-là, c'est pas de la technologie hyper sophistiquée, quoi. Donc ça fonctionne. Et s'il faut juste des moyens de stockage, j'ai envie de dire, voilà, on n'en est pas très loin, on sait que ça peut se faire, on sait que techniquement c'est faisable. C'est bien moins compliqué que de maintenir des outils de production centralisés et de les faire vieillir tant bien que mal pour éviter d'avoir à les démanteler. Donc globalement, la bonne échelle, elle n'existe pas, elle est fonction du vecteur. La bonne échelle de réduction de la demande, parce que ça c'est le meilleur moyen de production quand même, c'est bien l'échelle du consommateur, du citoyen, et donc l'échelle de la collectivité locale presque, hein, avec une coordination qui peut être un peu plus macro. Quant à l'échelle des productions renouvelables, elle dépend complètement de la filière qu'on veut développer. Si c'est du PV, bah c'est quasiment l'échelle du logement, effectivement. Si c'est des filières plus biomasse ou de ce type, c'est des échelles organisationnelles. Et dans ce cas-là, ça dépend des compétences des collectivités et ça dépend du mode d'organisation. Enfin, si on veut, par exemple, mutualiser tous les déchets agricoles, ce sera à des échelles un peu plus larges. Merci pour ce point de vue et ce nouveau jeu d'acteurs. Je viens d'entendre parler de STEP, Station de transfert d'énergie par pompage. On avait la chance d'avoir avec nous hier Fabrice Dambrine, qui est l'auteur du célèbre rapport Dambrine, qui nous dit quels sont ce qu'il reste encore à faire sur le territoire français en matière d'hydraulique. On a aussi entendu hier la possibilité d'installer 3 TWh. La vérité est entre 3 TWh accepté d'un point de vue environnemental par la DGALN, 10,6 TWh demandé par tous les professionnels. Il y avait Eric Vincent qui était avec nous également hier. Et puis dans le rapport d'Ambrine, lui, il est allé jusqu'à 33 TWh. Bon, ça c'est sur les chiffres qui circulent. Alors, Cédric Philibert. Excuse-moi Philippe, ça c'est la production hydraulique nette. Oui, non, c'est le supplément. C'est ce qu'on peut faire en plus par rapport à ce qui existe déjà. Bien entendu, mais en production hydraulique, c'est-à-dire en fonction des apports naturels dans des barrages ou des stations avec ou sans réservoir. Les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est un peu différent parce que ça ne produit pas de térawattheure, ça en consomme, puisque le rendement est de 70 à 85%. Donc c'est des consommateurs nets de térawattheure. Donc ce qui compte là, c'est les capacités qu'on peut faire. Et à l'AIE, on a étudié le problème récemment puisqu'on a publié une roadmap sur le sujet de l'hydraulique. Et notre conviction est que pour l'instant, on n'a pas vraiment cherché toutes les options pour faire des steps. C'est-à-dire que faire les steps, ça prend beaucoup moins d'espace que faire des stations hydrauliques normales où on cherche à cumuler les apports hydriques naturels pendant des semaines ou des mois. Faire les steps, si on cherche à absorber la variabilité de l'éolien et du photovoltaïque sur l'échelle de la journée, il faut 15 heures de stockage, etc. Il faut des petits réservoirs, si possible très en altitude par rapport à des stations qui existent. Il faut sur un barrage existant, il faut ajouter un petit barrage, mais si possible très haut. La plupart des barrages existants sont dans des vallées, donc il y a généralement des montagnes autour. Il faut trouver un endroit où on peut faire un petit barrage artificiel en haut et une conduite forcée. Et là, on peut faire une step qui va permettre de stocker de l'énergie avec des apports naturels voisins de zéro. Donc, c'est quand même deux sujets très différents, mais je suis tout à fait d'accord. L'AIE estime à combien sur le territoire La solution français aujourd'hui de stockage massif en réseau, c'est à 99% les steps dans le monde. Hein, et il y a 140 gigawatts de steps dans le monde et on va vers 200 à échéance. Et en France, un tout petit giga de possibilités? Non. En France, on a actuellement en nouveau. 4 gigas et demi. Il y en a 2 dans la programmation pluriannuelle des investissements. Donc, en principe, en 2020, on en a 6,5. Et le potentiel est évaluable à 20 gigas. Les gens de l'hydraulique, les gens de GDF Suez ou d'EDF hydraulique vous disent tous, mais nous, on en fait autant que vous voulez. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de modèle d'affaires. D'accord. Parce que, c'est un autre sujet. Mais voilà, ce qui faisait la force des steps avant, c'était l'arbitrage sur le kilowattheure nucléaire, produit la nuit, et qu'il fallait revendre le jour.
Ce modèle-là est en train de se casser la figure, entre autres à cause de l'arrivée du photovoltaïque qui détruit le photovoltaïque qui détruit la différence entre jour-nuit sur le prix de l'électricité, avant de la recréer plus tard, quand au contraire on va à nouveau trouver une différence de prix entre le kilowattheure du tôt le matin et tard le soir par rapport à celui de la journée ou à celui de la nuit. Celui de la nuit ne sera pas cher si on a encore du nucléaire, celui de milieu de journée ne sera pas cher si on a du photovoltaïque, et puis on aura des problèmes par contre tôt le matin et tard le soir. Et là on va recréer de la valeur pour les steppes, mais aujourd'hui le business model est en train de se casser la figure. Mais le potentiel y compris technique pour n'est pas un les sujet. steppes à haute mer dans les Antilles. Ah non. Dans les zones non interconnectées, c'est différent, bien sûr. D'accord, ok. Thomas Guéret, juste une phrase parce qu'il faut qu'on écoute l'aspect financier des choses. Je voulais mettre sur la table un élément qui me semble très très important, justement dans cette question, avec cette question de la variation de production des renouvelables, c'est le couplage des réseaux. C'est-à-dire on a des réseaux, notamment en France, qui sont très très développés, le réseau de gaz, le réseau électrique, et puis dans certains endroits le réseau de chaleur. Et donc on a une capacité là, à faire des choses extrêmement intéressantes. On en a déjà parlé dans les présentations techniques depuis hier, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Il y a notamment la méthanation. Et donc dans le scénario Négawatt, nous on a mis ça en avant avec une capacité à utiliser, par exemple le CO2, on en a parlé, du gaz de fermentation, de la méthanisation. Il y a du CO2 dedans. Si on est capable de produire de l'hydrogène grâce à l'hydrolyse et des excédents d'électricité, on va pouvoir augmenter la part de méthane dans le biogaz et puis l'injecter dans le réseau de gaz. Et donc ça, c'est très important parce qu'on trouve une capacité de flexibilité formidable à partir de la biomasse, à partir de la biomasse entre autres, mais à partir de l'électricité excédentaire, va pouvoir avec l'électrolyse alimenter la méthanation. On peut récupérer la chaleur, donc les 25% dont parlait Cédric de perte, peut-être plus, même 30% de perte. On peut en récupérer une partie sous forme de chaleur, et puis on va injecter l'énergie dans le gaz avec lequel on pourra ultérieurement, au moment de la pointe, produire pour réinjecter dans l'électricité. Et le point très important qui fait le lien avec ce que nous a dit Nicolas Houdan, c'est que tous ces réseaux, ils sont ancrés au niveau local. Donc le rôle des collectivités devient absolument majeur dans cette question, la collectivité va être à même d'animer les politiques locales, y compris en sobriété et efficacité énergétique, et les collectivités réclament aujourd'hui un retour des concessions, en tout cas un contrôle plus important sur les concessions d'utilisation des réseaux. Elles réclament un rôle plus important pour pouvoir avoir des marges au niveau local pour que l'énergie soit consommée localement et produite localement. Écoutons maintenant l'avis du banquier Grégoire Aladjidi. Je vous ai dit, il vient d'Émetteur Partner. Il est juste après les résultats de vos travaux. Il est celui qui va dire stop ou encore, j'y vais, je mets l'argent qu'il faut pour donner la possibilité à ce projet de se transformer en aventure industrielle, pourquoi pas. Alors, je ne m'étrangle pas, mais je devrais m'étrangler quand j'entends nous présenter comme banquier. Et d'ailleurs aussi quand j'ai dit que vous les représentez à cette table ronde. Vous êtes financier. Peut-être un tout petit mot sur notre métier parce que ça permettra justement d'éclairer et de lever cette problématique autour de qui nous sommes. Donc, moi, je représente ici un fonds qui s'appelle Déméter Partner. On gère 350 millions d'euros. Ce qui est très important à comprendre, c'est quels sont nos investisseurs. Nos investisseurs, c'est à la fois des institutionnels, des caisses de retraite, des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Ce sont aussi, excusez-moi, je vais couper ça, ce sont aussi des industriels. On est très heureux d'avoir par exemple Total comme investisseur. On a Veolia, on a aussi le groupe GDF Suez. On a fait un peu ce tour de force d'avoir à la fois Veolia sur un premier fonds et GDF Suez sur un deuxième fonds. L'Air Liquide a investi sur notre dernier fonds. On est très proche de IFP Énergie Nouvelle, qui a été un des sponsors au tout démarrage. Donc voilà, on a aussi des investisseurs industriels et centres de recherche dans la perspective de l'IFP. Et il y a énormément de gens qui nous parlent, donc aussi bien ces acteurs industriels avec lesquels on essaye de partager un peu de leur vision stratégique, et bien évidemment les chefs d'entreprise, les PME, les entrepreneurs, puisque vous l'avez bien compris, une fois qu'on a levé des fonds, nous, notre métier est d'investir au capital de PME ou de start-up pour les accompagner. Et en ça, on fait un métier qui est un peu différent de celui de nos confrères banquiers ou financiers,
Je serais tenté de dire qu'on est des spécialistes un peu de la création de valeur. Nous, notre métier, ça va être d'aller chercher, je mets de côté un peu le côté surfeur, mais d'aller chercher les zones de croissance, d'aller chercher les grosses vagues, de pouvoir investir sur des sociétés qui sont positionnées sur ces vagues-là, parce que c'est bien comme ça qu'on crée de la valeur, pour effectivement, et on rentrera ensuite éventuellement dans ces débats, au bout de 7 ans, 5, 7 ans, 10 ans, céder nos participations, sortir pour être en mesure de rendre cet argent à nos propres investisseurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, comme investisseurs qui sommes un petit peu au croisement de ce que des grands industriels vont nous dire, de ce que des grands centres de recherche vont nous dire, de ce que des entrepreneurs et des chefs d'entreprise vont nous dire? On voit d'abord que le débat actuel autour du mix énergétique ou de la transition énergétique, il est en train de se dérouler dans une zone de turbulence absolument extrême. Je ne sais pas si on en a conscience, mais il faut le dire, que entre ce qui se passe autour des renouvelables, Monsieur Philibert, vous parliez effectivement de l'impact du renouvelable allemand sur la grille électrique européenne, c'est absolument majeur. Le schéma classique continental du nucléaire qui joue avec l'hydraulique suisse est exactement en train de s'écrouler à cause des 20% aujourd'hui de renouvelables qu'il y a en Allemagne. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis est absolument majeur sur non pas simplement les gaz de schiste, mais les pétroles et gaz dits non conventionnels. Et au passage, le non conventionnel et le conventionnel est complètement en train de fusionner. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'innovation technologique. C'est évidemment à cause de toutes ces nouvelles techniques de stimulation de puits, de récupération assistée de pétrole, et effectivement le fait d'être allé chercher du pétrole et du gaz plus profondément sur les roches-mères, donc le gaz de schiste. Ça a évidemment un impact ici en Europe. Je crois que M. Chaperon, vous évoquiez les difficultés des électriciens européens par rapport aux renouvelables. Je crois que c'est plus le pétrole non conventionnel, les gaz non conventionnels américains qui créent des difficultés, puisqu'effectivement, ils ont un tel surcroît de gaz qu'ils exportent massivement leur charbon, et que donc du coup, toutes nos CCGT qu'on avait montées pour faire de la pointe sont absolument plus compétitives, parce qu'on a un afflux de charbon américain. Donc on est en train de discuter de ces sujets de transition énergétique dans des phases de turbulence, de transition, qui sont absolument colossales. Alors, si on lève un tout petit peu la tête par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que 90% de la demande en énergie, elle vient des pays émergents. Que l'essentiel de la croissance sur nos marchés énergétiques, elle vient bien évidemment de l'Asie, Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Afrique. Il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a 3 milliards d'êtres humains qui se chauffent au bois et au charbon. L'Amérique latine, qui font la cuisine. L'Amérique latine installera d'ici 10 ans l'équivalent du parc électrique français. Il faut 4 gigawatts au Brésil pour éviter qu'il soit en blackout. Enfin, on a tous les chiffres tous les jours. Aujourd'hui, les enjeux énergétiques, la croissance, et pour des investisseurs comme nous qui allons chercher où sont les lieux de croissance, la croissance, elle est effectivement dans les pays à forte demande, dans les pays émergents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que d'opposer les énergies comme on a toujours tendance à le faire, le fossile, le nucléaire, le renouvelable, le maître mot aujourd'hui, c'est l'hybridation, c'est le couplage. Comment est-ce qu'effectivement on peut travailler sur l'ensemble de ces énergies? Parce que de toute façon, par rapport au niveau des besoins dans ces pays émergents, il y a de la place pour tout. Alors il y a évidemment de la place pour le renouvelable et pour le solaire photovoltaïque. Je serais tenté de dire, Monsieur Philibert, excusez-moi, vous êtes un peu en retard sur les chiffres que vous avez donnés. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Aujourd'hui, en Inde, l'EPC, les centrales solaires clés en main, c'est 85 centimes d'euros du watt, 0,85. Pas le matériel, pas la fourniture de la centrale clé en main. On va me dire, c'est à cause de la surcapacité chinoise. Je ne sais pas si vous savez, mais les Indiens ne sont pas très sinophiles. Les Indiens, ils ont mis en place des contraintes de contenu local et surtout, ils veulent avoir les industries. Et les Indiens sont en train de réussir ce que les Chinois avaient fait au niveau du matériel. Ils sont en train de le réussir au niveau de l'ingénierie.
Parce qu'aujourd'hui, dans les 85 centimes d'euros du watt d'une centrale, vous avez un tiers de matériel, un tiers d'ingénierie et un tiers de financement. Et les Indiens sont en train de refaire ce qu'ils ont fait dans l'IT, vous savez, Bangalore, etc. Ils sont en train de le refaire dans l'ingénierie énergétique et ils sont en train d'écrouler fondamentalement les prix des systèmes. Donc le solaire photovoltaïque a évidemment sa place. Les enjeux de couplage, d'hybridation et de stockage sont évidemment phénoménaux. On est en train de remplacer, autrefois on apprenait à nos mamans et à nos grands-mères de faire tourner, enfin pas nos grands-mères, à nos mamans, de faire tourner leur machine à laver la nuit parce que c'est là que l'électricité était la moins chère à cause du nucléaire. Aujourd'hui, on est en train de changer les modèles économiques et les machines à laver, il va falloir les faire tourner à midi quand justement on a cette pointe d'énergie solaire. Mais ça change tout. Ça change tout en termes d'équipement, en termes de modèle économique, etc. Donc, il faut aller vers le couplage, il faut aller vers le stockage. Notre communauté d'investisseurs investit très lourdement, très massivement sur toutes les technologies de stockage. Nous, chez Demeter, on a un dernier fonds qui a été levé en 2012, l'été dernier, qui fait un peu moins de 50 millions d'euros, qui a été abondé par des industriels, dans une logique un peu d'open innovation, où les industriels nous ont dit, nous, on va vous dire dans quel domaine est-ce qu'il faut que vous investissiez. Vous avez cette finesse de résolution, vous voyez des entrepreneurs, et c'est une relation gagnant-gagnant entre investisseurs, industriels et entrepreneurs. Et le premier dossier sur lequel on a investi, emmené par un de nos sponsors industriels, c'est dans le domaine du stockage. Alors, le stockage très spécifique, parce que le stockage, vous l'avez probablement vu en détail pendant ces 2 jours, il y a de multiples applications. L'une des applications qui nous a semblé très intéressante, c'est toute la problématique des services systèmes. C'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne demande pas aux fournisseurs d'énergie renouvelable, on ne fait pas peser sur le dos des IPP renouvelables les mêmes contraintes qu'une centrale classique a en matière de régulation de fréquence, régulation de tension, ce qu'on appelle les services systèmes. Et donc, au-delà de la grande problématique de savoir combien de centrales est-ce qu'il faut allumer pour couvrir le parc renouvelable, il y a une vraie problématique de régulation de fréquence, le fait que lorsqu'il y a un nuage qui passe, la fréquence chute sur le réseau. Et il y a une bonne façon de résoudre ces problématiques-là, c'est en fin de compte au travers de l'inertie. Donc nous, on a investi dans une très belle petite société française, un bijou d'ingénierie française, qui développe une solution de stockage à partir d'un volant d'inertie. Et ces gens-là, ils sont en train de déployer une première installation de taille tout à fait conséquente, puisqu'on parle de 100 kWh, 100 kW, 400 kW, qu'on peut ensuite stacker. Donc on pourrait imaginer, c'est l'étape suivante, de faire une ferme de stockage de 20 MW pour gérer ces problématiques de régulation de fréquence. Donc les sujets de stockage sont absolument clés. Les sujets consistant à aller évacuer ces excès de capacité d'énergie renouvelable le sont tout autant. La grande thématique allemande actuellement, vous avez évoqué effectivement toutes les discussions qu'ils ont autour de leur loi EEG. Ils sont en train de basculer d'un soutien à la filière renouvelable à un soutien à la filière de stockage, avec une grande thématique qui est en train ça fait maintenant 2 ans, de monter en charge, qui est comment est-ce qu'on transforme cette énergie d'origine renouvelable comment est-ce qu'on la stocke, et on peut la stocker sous forme d'hydrogène ou sous forme de méthane, et vous allez avoir des mécanismes de soutien qui se mettent en place pour l'électrolyse ou pour la méthanation. Donc les opportunités sont partout. Ce qui est magnifique, et surtout dans une école telle que celle-là, ou dans un groupe d'écoles tel qu'ici, c'est des enjeux d'ingénieurs, et donc il y a de quoi rester extrêmement optimiste. La clé pour notre propre grille française, ce serait malgré tout de bien garder en tête qu'on a absolument besoin d'avoir des démonstrateurs ici, qu'on a absolument besoin d'avoir un marché domestique ici, là où quelque part les énergéticiens pétrole Total ici présents ont cru aux renouvelables. Les utilities n'ont pas cru aux renouvelables, il faut peut-être le dire de façon un petit peu polémique. Là aussi, j'en veux pour preuve l'Allemagne.
En Allemagne, où vous avez déjà quasiment 20% ou 25% d'électricité d'origine renouvelable, les 2/3 de cette électricité d'origine renouvelable est produite par des indépendants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les grands RWE, NBW et autres, Vattenfall et E.ON, sont dans des situations un peu... essaient de courir pour rattraper ce retard-là. Donc, les électriciens qui n'ont pas cru aux renouvelables, pour des raisons X ou Y, parce que les ingénieurs n'y ont pas cru tellement non plus, il faut aussi qu'ici, on ait des marchés de démonstration pour aller à l'export. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est évidemment à l'export. Juste un petit mot de l'investisseur qui se défend d'être banquier, j'ai compris. Et un petit mot sur les aspects coûts. Quand on vous dit Demeter, il me semble me souvenir que vous avez soutenu Solaire Direct à un moment donné, notamment peut-être quand il démarrait ses grands projets avec plusieurs mégawatts en photovoltaïque. Quand on vous dit, vous soutenez Demeter, les énergies renouvelables, c'est trop cher, peut-être mis à part l'éolien qui est à 80-82 € le mégawattheure, à 2 doigts d'y arriver, qu'est-ce que vous répondez ? Quand est-ce que vous voyez la parité réseau ? Écoutez, j'ai commencé cette intervention en parlant de marché de croissance, de création de valeur. Effectivement, le renouvelable était et est toujours, alors ça évolue et c'est plus compliqué, et comme je l'ai dit, il faut aller chercher les marchés à l'international, mais le renouvelable est un marché de croissance pour une société comme Solaire Direct, qu'on a soutenu, que je connais très bien, parce que j'en suis administrateur. C'est une société qui a aujourd'hui 240 MW, 250 MW de centrales dans 4 pays différents. Ils inaugurent le 13 juin 35 MW en Inde. Donc c'est effectivement une société qui, en plus, créée il y a 4 ans, ou 5 ans, j'exagère un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de sociétés comme ça qui sont capables d'avoir des très fortes croissances très rapidement. Donc en termes de coûts, évidemment, la phase 1 du renouvelable était une phase tarif d'achat. On est rentré maintenant depuis 18 mois, 24 mois dans une phase 2 qui est, on pourrait dire, énergie renouvelable 2.0 ou je ne sais quoi, qui est effectivement un monde post-tarif d'achat. Et au passage, une société comme Solaire Direct, ça fait très longtemps qu'elle dit que l'enjeu n'était pas le niveau des tarifs d'achat, mais la compétitivité du kilowattheure. Et au-delà de la compétitivité du kilowattheure, aujourd'hui, tous les mécanismes de couplage qu'on peut mettre en place pour effectivement faire rentrer cette énergie dans le mix des industries. On a peut-être fait une petite bêtise, on est monté un peu haut là, à 60 centimes le kilowattheure. Alors Arnaud Chaperon, juste avant les questions de la salle. Je vais aller absolument dans le même sens, mais en répondant ce que je sentais derrière la question, c'est aujourd'hui, si vous prenez en France, les coûts du solaire allemand et que vous les mettez sur un ensoleillement français dans le sud, vous êtes aujourd'hui à un prix du kilowattheure égal à celui que vous facture EDF chez vous. Donc, c'est simplement, on n'est pas encore au coût. Donc 120 € le mégawattheure, oui, abonnement compris, parce TVA comprise. Non, pas du tout. Si tu prends les coûts allemands sur la toiture de quelqu'un et que vous les projetez sur une toiture à Nice, vous générez l'électricité qui est au niveau du prix facturé par EDF chez vous. Et donc, mon propos n'est pas que de dire ça, c'est de dire qu'effectivement le solaire va très vite et que les coûts ont beaucoup baissé. Mon propos, c'est de dire la parité énergétique, puisque c'est ça le mot. Tant qu'on en était loin, vous voyez ça en disant « ah, c'est le Graal », mais une fois qu'on est dedans ou qu'on est presque dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est simplement de dire « attention, c'est un concept complexe derrière et les Allemands sont en train de le vivre. Mais le solaire va beaucoup plus vite que ce que beaucoup pensaient. » Il y a déjà beaucoup de pays en Europe qui sont à la parité réseau. Vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne sur le résidentiel et commercial, vous avez l'Italie sur le résidentiel et commercial, vous commencez à avoir effectivement, vous avez l'Espagne qui commence à faire de l'électricité presque marchande, mais ça commence, mais ça va venir plus vite. Vous avez le Chili, par exemple, qui est en marchand. Vous commencez à avoir des centrales solaires marchandes, il n'y a pas de PPA, vous revendez l'électricité sur le marché de gros. Et vous gagnez, et votre investissement vous donne une rentabilité aujourd'hui supérieure à 15%. Donc vous avez là leveragé. Non, parce que leveragé. Mais derrière, effectivement, le moteur de tout ça, c'est quand même la technologie derrière. Plus, je suis d'accord, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi ensuite les processus, les process, et puis les changements de comportement. Parce que tous autant qu'on est, et notamment les jeunes, vous allez changer vos modes de consommation, vous allez changer la manière dont vous allez gérer vous-même l'énergie. Et c'est ça qui est en train de se transformer, et je pense que ça fait partie de
de l'équation générale. Quant Alors. aux utilities, vous en avez certaines qui commencent à comprendre. Et c'est très intéressant comme phénomène. C'est quand vous regardez Kodak, c'est quand même eux qui ont inventé le numérique, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est Kodak qui a inventé le numérique. Et derrière, mais ils n'ont pas vu le changement. Et les ingénieurs à l'intérieur de Kodak qui développaient le numérique n'ont pas réussi à percer par rapport à ceux qui voulaient continuer le business model d'avant. Ils sont morts. Et derrière, quand vous voyez des utilities, il y en a certaines aujourd'hui qui ont compris, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, vous en avez 2 en Europe qui commencent à gérer ça, et ils ont mis une organisation en parallèle de l'organisation principale, c'est-à-dire à côté, pour éviter de se faire massacrer par l'organisation principale. Ils la mettent à côté et ils vont voir les personnes dans le résidentiel, le commercial. Ils disent, vous voulez mettre un panneau solaire sur votre toit, je suis là, je fais tout, je vous organise tout. Et vous commencez à voir ça. Grégoire Aladjidi, ensuite Thomas Guéret. Je reviens juste sur ce que j'évoquais en introduction. Vous prenez les États-Unis, s'ils avaient signé Kyoto, ils auraient atteint leurs objectifs. S'ils avaient mis en œuvre Kyoto, ils auraient atteint leurs objectifs grâce à ce qui s'est passé sur les pétroles et gaz non conventionnels. Et surtout, le prix de l'énergie aux États-Unis a baissé. Le prix de l'énergie aux États-Unis a baissé. En Europe, le prix de l'énergie a plutôt augmenté. On est tous en train de se dire est-ce qu'on atteint ou pas nos objectifs par rapport à Kyoto. Et on a effectivement ce sujet du renouvelable qui est un sujet pour les finances publiques, qui est un sujet compliqué. Alors je ne suis pas en train d'opposer, je suis en train de dire que justement, on a besoin de faire de tout, on a besoin d'être extrêmement pragmatique. On a besoin d'être extrêmement pragmatique. Et la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce grand sujet de la transition, on a du temps. On a du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Il y a 10 ans, par exemple, quand on levait Déméter 1, les 2 thèmes qu'on mettait en avant, c'était 1, le réchauffement climatique, le CO2, et 2, le peak oil. Aujourd'hui, plus personne ne parle de peak oil. Plus personne ne parle de peak oil. Aujourd'hui, on a effectivement du temps pour gérer cette transition. Et plutôt que d'opposer les énergies, il faut travailler à leur complémentarité, l'hybridation. Thomas Guéret. Oui, moi j'ai envie quand même de jouer un peu le poil à gratter, là, parce que déjà, sur les émissions liées au gaz de schiste, je crois qu'on ne va pas être d'accord, parce qu'une molécule, enfin 1 kg de méthane, c'est 25 kg de CO2 à 100 ans. Mais si on regarde le PRG à 20 ans, c'est plutôt 70, même 100 fois plus contributeur au changement climatique. Et les conditions dans lesquelles le gaz de schiste est exploité aux États-Unis sont absolument catastrophiques. Ce qui fait d'ailleurs qu'en Europe, ce sera probablement, en tout cas en France, ce sera probablement pas rentable, parce que mettre en œuvre des conditions propres, avec notamment l'étanchéité des puits pour éviter les émanations de méthane et la pollution des nappes, ça va être très très coûteux. Et la gestion des effluents. Donc là, c'est un premier principe. Ensuite, deuxième opposition qui me semble importante à relever, c'est que pourquoi est-ce qu'on ferait des énergies qui sont extrêmement dangereuses? On a vu Fukushima. Pourquoi on continuerait à envoyer des gaz à effet de serre dans votre système? Je ne suis pas du tout sûr que vous arriviez au facteur 2 tout GES en 2050. Hein. Pourquoi on continuerait là-dessus alors qu'on a les moyens d'une transition énergétique qui va nous faire passer à une écrasante majorité d'énergie renouvelable en 2050. Hein. On voit que même l'AIE a un scénario qui est à plus de 70% d'énergie renouvelable pour l'électricité. Alors, moi, la question que je pose maintenant, c'est est-ce qu'on a besoin absolument de préserver les intérêts de la finance et de la croissance des profits? Et ça, c'est un point qui me semble absolument central. On a développé tout à l'heure, avec mon voisin Nicolas, une vision où on a une capacité des territoires à s'organiser, à financer leurs investissements, à bénéficier des profits engendrés par les énergies renouvelables localement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des investissements de grandes entreprises, de fonds de pension, etc. Mais il ne faut quand même pas en faire l'alpha et l'oméga du système. Sinon, on va tomber dans un système où effectivement on va continuer à appliquer une sorte d'économie néocoloniale, enfin ou coloniale, au territoire, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'éolien en France. On va planter les éoliennes, on prend tous les bénéfices pour l'investisseur qui va être offshore quelque part, et puis au niveau du local, on a très peu de retombées, et on a donc une opposition d'ailleurs très forte sur les territoires. En Allemagne aujourd'hui, il y a plus de 50% des investissements dans l'éolien qui viennent des particuliers et des agriculteurs. Ça, c'est énorme. C'est vraiment là qu'elle est la révolution. Le tournant énergétique allemand, il est exactement là. À tel point que pour les investissements dans le réseau, parce qu'il faut coupler un peu les énergies renouvelables au nord avec la consommation industrielle au sud, en Allemagne, le gouvernement allemand réfléchit à
au développement d'investissements coopératifs aussi des citoyens et des collectivités dans le réseau de transport, de manière à ce que ce soit acceptable socialement et que les retombées économiques de ces investissements se fassent directement pour les citoyens et consommateurs et collectivités locales. Donc ça, c'est un élément très important. Donc je ne dis pas qu'il faut condamner la finance internationale ou la rejeter, ni même dire qu'on n'a pas besoin des autres énergies que les renouvelables, mais il faut vraiment se mettre dans une disposition d'esprit qui est de dire on a une transition à faire, une vraie transition. On part d'un modèle qui est fossile, fissile, on va à un modèle renouvelable. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Et les autres énergies que renouvelables, finalement, pour l'essentiel, il faut se dire qu'à la fin de cette transition, si ce n'est pas 2050, on peut s'arranger. Si vous me dites que c'est 2070, je veux bien croire. Mais à la fin, on n'a presque plus de fossiles et de nucléaire. Réaction d'Arnaud Chaperon. Sur quel sujet? Sur les gaz de schiste, peut-être? Non, pas du tout. Je ne suis pas un expert sur le sujet, même si effectivement, il y a quelques années, j'ai travaillé beaucoup sur le gaz. Non, je voulais juste apporter un petit complément. Attention sur l'Allemagne, parce que quand on regarde au niveau de l'Allemagne, ils ont une politique qui leur appartient, cohérente. Sur les agriculteurs, toute une partie du financement de la PAC se fait par le biais des renouvelables en Allemagne. C'est-à-dire que tout ce qui est biogaz, et tout ce qui est justement un peu d'éolien, là, c'est à travers ces mécanismes-là qui financent la PAC, ce qui fait qu'au niveau de la Commission européenne, l'Allemagne a une position qui est celle que vous connaissez. Donc c'est juste un petit élément que je mets là. Un autre commentaire, parce que je crois que ça n'a pas été dit, mais il faut bien le sentir, c'est que les renouvelables se caractérisent par une forte intensité capitalistique upfront, c'est-à-dire au départ, forte intensité capitalistique. Par contre, les coûts opératoires sont extrêmement faibles, pour ne pas dire nuls, puisque la matière première est nulle derrière. Donc il faut voir que toute la problématique en amont de la prise de risque et du financement est quand même très importante. Et qu'effectivement, comme ce sont des énergies, moi j'appelle ça toujours de territoire, ce sont des énergies de territoire fortement capitalistiques, créateurs d'emplois en local, et avec des coûts opératoires derrière nuls. Autrement dit, c'est notre génération qui investit pour la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants. Il faut vraiment le voir dans ce sens, sur un plan du financier ou du derrière. Alors, ils vous ont apporté beaucoup d'éléments. Il y a un cocktail qui est en train de se préparer, qui est prêt déjà, quasiment. Puis il y a une ou deux questions. Oui, Pascal Rioal, donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Il représente Cap Énergie, mais il a une casquette EDF, Système électrique insulaire. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là hier. Merci. Système énergétique, oui, c'est vrai, ils ont changé de nom il n'y a pas longtemps. Oui, système énergétique. Moi, je trouve toujours intéressant de faire des prévisions à long terme sur des scénarios et surtout que c'est toujours plus facile de commenter les scénarios a posteriori que de faire des prospectives. Et dès qu'on dépasse les 10 ans, on sait bien que c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est indépendamment des scénarios, et on voit qu'il y a plusieurs scénarios, et je pense que chacun a des avis tout à fait argumentés, c'est comment vous pensez que... Parce que je pense que le coût, en effet, tout le monde est d'accord que les coûts vont baisser, que ça peut se faire, etc. Sauf que concrètement sur le terrain, alors j'ai entendu parler des collectivités, etc. Je vais vous prendre 3 exemples, et je pense qu'il va falloir changer, pas seulement dans le monde de l'énergie, les sites, parce que c'est quand même des métiers industriels et tout ça, il va falloir changer un certain nombre de réglementations pour pouvoir y arriver, quoi, ou de règles, ou de je sais pas quoi. Et ça, on n'en parle jamais. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur la PACA, le SRCAE a été accompagné par Négawatt. Et donc, il y a toute une série de prospectives. Donc, on retrouve probablement une partie pour la PACA de ce que vous présentez sur la France. Il y a notamment un certain nombre de volumes éoliens, y compris en PACA. Et donc, le scénario a été changé, partagé. Il y a eu un débat intéressant. Et il y a des acteurs d'éolien qui sont allés immédiatement voir sur les zones qui avaient été identifiées par les élus, etc. Et première chose, ils avaient à peine posé le crayon pour regarder. Tout de suite, il y a eu impact local, environnement. Et en fait, on sait qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est un premier exemple. Et la question, c'est comment on fait? Parce qu'en fait, cette question entre de permitting, d'impact environnemental, et on voit bien le débat au niveau national sur l'éolien, qui parfois est assez étonnant en termes d'articles dans des grands journaux, de gens qui signent dans un sens ou dans l'autre, on peut parfois y perdre son latin. Alors ça, c'est un premier exemple. Je reprends un exemple que je connais bien, puisque tu me le signales. À chaque fois, sur les systèmes insulaires, il n'y a rien qui s'est construit sur l'éolien depuis plus d'une décennie. Les fermes datent pratiquement des années 97, 2000, etc. À cause de la réglementation. Et c'est pas qu'il n'y a pas eu... À cause de la loi littorale, entre autres. Il y a plein d'explications. Il y a l'impact au niveau, les gens ne veulent pas.
Et c'est bien les collectivités. Là, les collectivités, elles veulent bien que sur leur territoire global, il y ait des ENR. Par contre, dans leur village, il y a un petit problème. Tout à coup, ils redeviennent le maire local. Et là, comme il y a des élections, ça pose un problème, quoi. Ensuite, vous avez toute une série de réglementations qui peuvent avoir des bonnes raisons, hein, impact environnemental, etc., qui fait que ça ne se fait pas. Et puis ensuite, vous avez, bon, alors à Guadeloupe, avec le radar de Météo France, ça c'est encore... Enfin, vous pouvez avoir des radars militaires. Hein. Je veux dire, en PACA, on a cette question-là sur les éoliennes flottantes. Il y a eu un débat aussi assez compliqué. Voilà, donc ça veut dire que si vraiment on veut atteindre les volumes qui sont annoncés, et je le vois dans le SRCAE de PACA, voilà, c'est pas simplement annoncer que les prix vont baisser qu'économiquement ça va avoir du sens. C'est comment on change les modifications, peut-être comment on change aussi les collectivités territoriales de façon à ce qu'il n'y ait qu'un décisionnaire au lieu d'en avoir 25. Enfin voilà, il y a toute une série de choses qui sont non négligeables pour voir comment on y va. Je pense aussi, par exemple, sur la PACA, sur la biomasse. La biomasse, c'est aussi une question d'organisation territoriale. Et donc, les collectivités ont un rôle à jouer. En PACA, c'est un sujet intéressant. Voilà. Alors, Nicolas Houdan, qui va répondre au nom de tous pour la table ronde. Oui, c'est effectivement, alors moi ce que je voulais exprimer lors de mon intervention tout à l'heure, l'exemple de l'éolien est le bon exemple, hein, et du maire qui, effectivement, quand il siège à une assemblée un peu extraterritoriale, il peut approuver des scénarios qui sont volontaristes. Alors moi, par contre, j'ai un exemple qui est assez significatif où pour le coup, c'est la reprise en main par les citoyens. Et donc l'exemple de Montdidier, qui est une ville que j'accompagne depuis 10 ans, il y a eu zéro opposition à l'implantation d'éoliennes sur un petit village de 6000 habitants, tout simplement parce que les éoliennes, elles appartiennent à la collectivité. Et l'argent généré par ces éoliennes est réinjecté dans la maîtrise de l'énergie. On a isolé 3 écoles, on a investi dans l'éclairage public performant, etc. Et donc on rentre effectivement dans le cercle vertueux de la citoyenneté et de l'énergie citoyenne, quoi. Mais là, le maire... On a la même chose le même genre de choses à Clamecy, oui, dans la Nièvre, Clamecy-Oisy. Un projet éolien qui faisait l'objet d'attaques au tribunal administratif et d'opposition assez forte localement, hein, comme un peu partout en France. Hein. À partir du moment où une association environnementaliste du coin, qui s'appelle le Varn, a proposé et a obtenu du développeur Abowind de rentrer dans un système coopératif avec intervention des collectivités, le syndicat d'électrification de la Nièvre, les collectivités locales et les citoyens, tout d'un coup, tout le monde a compris l'intérêt de ce parc, à la fois en retombée locale, mais aussi en matière de gestion du parc. Il faudrait prendre d'ailleurs les choses dès la phase de développement, ce qui n'était pas le cas dans ce cas précis, mais aussi en termes de gestion, puisque on peut, par exemple, quand les oiseaux migrateurs arrivent, on peut sacrifier quelques pourcents de rendement. Alors, on va revenir ce que je crois ne fera pas peut-être un investisseur international qui, lui, veut absolument gagner le plus possible. Hein. Si on est dans un enjeu local où l'argent, la rentabilité financière est un élément, mais il y a aussi les paysages, la biodiversité et d'autres choses, on peut faire d'autres. Alors, Pascal Rioal a posé une vraie question. Vous allez pouvoir échanger là-dessus au niveau du cocktail. Il y a eu une réponse investissement local. Oui, assurément. Donner la possibilité de faire comme en Allemagne, comme au Danemark. Le parc de Middelgrunden, juste en face de Copenhague. 6 000 actionnaires, 8 000 actionnaires. 8 000 actionnaires pour un parc éolien de 20 machines Siemens. Tiens, justement. Et oui. Nicolas Houdan a donné l'exemple de Montdidier. C'est un maire c'est pas un maire d'ailleurs, c'est une maire à Montdidier. C'est Catherine. Oui, le tyran, son nouveau nom. Qui s'implique, qui s'investit. Montdidier, qui va accueillir la première méga éolienne. Hein, elle a signé là avec Enercon, donc une machine de 7,5 mégas, 200 mètres de haut terrestre. Et Enercon ne fait pas d'offshore. Donc une machine. Ah ben, elle a signé. Hein. Delphine Bateau était chez elle la semaine dernière. Et Siemens n'est pas content parce que ce n'est pas sa machine. Donc, 7,5 mégawatts, 135 mètres de hauteur de nacelle, 200 mètres de hauteur à la pointe de la pale. Elle va être installée dans la Somme chez elle passe par quelle autoroute? J'en sais rien. Ils vont utiliser Cargo Lifter, là, le dirigeable de Cargo Lifter. 135 tonnes, 10 000 km d'autonomie. Bon, mais allez, la seconde, ce sera une machine Siemens, promis. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup pour tous les éléments apportés. Je vous propose maintenant de les retrouver au cocktail.